Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 beaux invités, 4 sujets. Et je voudrais souligner qu'un de nos invités, qui s'appelle Philippe Murer, qui est tout là-bas au fond du fond, vient d'écrire un nouveau livre qui s'appelle « Sortir du capitalisme du désastre ». En gros, comment inventer un nouveau capitalisme moins nuisible pour les populations, pour la planète, avec la mondialisation qui est à l'œuvre. On est d'accord? Oui, tout à fait. On y est? On y est. Ok, très bien. Donc il va s'inscrire quelque part et vous le trouverez chez un éditeur qui s'appelle Jean-Cyril Godefroy. Et on y va tout de suite. Alors, les 3 sujets. Le premier, c'est Macron. Il est intervenu il y a environ une semaine dans ce qu'on pensait être un débat, une intervention un peu courte, qui a eu des développements. On va revenir dessus. Deuxième sujet, il y a quand même quelque chose de très fort qui se passe en Europe, entre la Biélorussie, État balte, et la Pologne, sujet autour de l'immigration. Et troisième sujet, le débat des LR, ou plutôt les débats multiples des candidats des Républicains à la prochaine présidentielle. Là aussi, on va essayer de voir s'il y a un candidat qui se détache ou si on est dans une médiocrité. Allez, à tout de suite pour le premier sujet. Alors, le premier sujet, c'est Emmanuel Macron. Franchement, intervention du président de la République, tout le monde s'attendait à ce que ce soit sur le Covid-19 et que ça dure une dizaine de minutes. Pas du tout. Il y a eu 27 minutes d'intervention jupitérienne, une intervention avec des sujets multiples. Et c'est là-dessus qu'on va revenir parce qu'en sortant du Covid, est-ce que finalement on a vu une sorte de Premier ministre qui parlait de la 3e dose pour les plus de 65 ans? Est-ce qu'on a vu un président de la République dans l'exercice de ses fonctions, ou est-ce qu'on a vu un candidat qui s'inscrit dans une élection qui est toute proche maintenant? Et puis, voilà, le premier sujet, je voudrais que Philippe Murer commence à ce propos. Philippe. Vous avez tout à fait raison d'avoir signalé ça, parce que moi, ça m'a marqué aussi. Après quelques minutes sur le Covid et la 3e dose, etc., en fait, il est passé à défendre son bilan et défendre, en fait, son projet même à venir de façon subreptice. Et c'est une manipulation sur le fond, puisque les Français étaient là pour écouter le discours sur les problèmes sanitaires et pour trouver des solutions, et pas pour un candidat à la présidence de la République. Mais il y a aussi une manipulation sur la forme, mais aussi sur le fond, là, parce qu'en fait, tout son discours était truffé de trucage et de maquillage et de mensonges absolument incroyables. Par exemple, la France est en pointe sur la recherche pour les traitements. Voilà. Alors qu'il a enterré le protocole Raoult sans aucun essai scientifique, l'ivermectine, plus récemment la fluvoxamine, qui avait pourtant eu un article, un essai randomisé à grande échelle. Et que la France n'a pas fait de vaccin. En plus, voilà, tout à fait. En plus de cela, il nous dit que la France a soutenu à fond les soignants. Mais enfin, M. Macron a fermé, même en 2020, pendant l'épidémie, 5700 lits. Il a tellement maltraité les soignants qu'ils s'en vont de l'hôpital. Il les a même virés par l'obligation vaccinale et on se retrouve avec des problèmes de lits, 20% de lits fermés et des gens qui n'arrivent même plus à être pris en charge pour des AVC dans Paris. On l'a appris dans un article de Libération. Et puis, grâce à l'Union européenne, nous avons eu des vaccins très rapidement. Alors que c'est exactement l'inverse, tout le monde le sait, c'est Israël, un tout petit pays qui l'a obtenu le plus rapidement, et le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne, qui a réussi à l'obtenir. Donc c'est le discours d'un candidat, en fait, président, qui essaye de maquiller son bilan. Mais il y a pire encore, parce que moi je suis économiste, et j'étais très choqué par le discours sur l'emploi et le chômage. Il nous a expliqué qu'il a créé tellement d'emplois qu'on allait vers le plein emploi. Dans 5 ans, on aurait le plein emploi. C'est pas indéniable qu'on est au niveau de chômage le plus bas depuis 15 ans? Justement, le problème, il est que là, on se base sur le sondage INSEE. Un sondage INSEE qui est extrêmement manipulable. D'ailleurs, pendant la pandémie, vous avez remarqué que le taux de chômage de l'INSEE est passé de 8%, ce qui était déjà très bas, à 7%, un plus bas absolu en juin 2020. Pourquoi? Parce que c'est un sondage qui vous dit qu'il y a 8% de chômeurs. Sur 25 millions de personnes qui travaillent, ça fait 2 millions de chômeurs. Là, l'INSEE procède par sondage. Par un sondage qui dure une demi-heure avec plein de questions. C'est pas statistique, c'est pas lié au... C'est pour ça qu'on a les absurdités, le taux de chômage qui baisse pendant que les gens sont mis au chômage et qu'il y a des entreprises qui ont des problèmes. Et non, 2 millions de chômeurs. Or,
à Pôle emploi, vous avez combien de chômeurs? Vous avez 3,5 millions à 4 millions en catégorie A, et vous en avez 6,4 millions toutes catégories. Donc on est dans un trucage. Et il utilise ce trucage pour en faire un deuxième, sur les 300 000 emplois vacants, qui est une sombre fumisterie, puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a 26 millions d'embauches en France tous les ans. Donc les emplois vacants, c'est 1%. Attendez, il y a 26 Oui, parce que les emplois vacants, c'est des CDD. Il n'y a pas 26 millions de parce qu'il y a des CDD courts. Si. Oui. En fait, et les emplois vacants, c'est des CDI et des CDD, et même des CDD à temps partiel. Donc c'est 1% des embauches, en fait, et ces emplois vacants. Et la France est le pays, 4e pays d'Europe, où il y a le moins d'emplois vacants. Or, 90% de ces emplois vacants, en plus, reçoivent des offres qu'ils refusent. Et puis, ces emplois vacants, c'est parfois 2 heures de ménage un vendredi soir pour nettoyer une entreprise. Donc on voit qu'il y a un vaste enfumage, mais là, c'est là où c'est gênant, c'est pour désigner un bouc émissaire. Si j'arrive pas totalement à avoir le plein emploi, c'est à cause de ces fainéants de chômeurs, et il les désigne, il les pointe du doigt à la vindicte populaire. Et il fait pareil sur les 6 millions de vaccinés dans son discours, puisqu'il pointe les vaccinés, pas très très méchamment, mais il les pointe, et derrière le gouvernement... Vous parlez des non-vaccinés. Les non-vaccinés, pardon. Okay. Les 6 millions de non-vaccinés, il les pointe, et derrière le gouvernement s'engouffre et dit pourquoi ne pas confiner en fait seulement les non-vaccinés. Donc là, on est vraiment dans la recherche d'un bouc émissaire aussi, pour manipuler les gens et pour dire si il y a un échec de la stratégie du gouvernement sur la politique sanitaire, c'est de la faute, ce sera de la faute des non-vaccinés. Donc c'est un discours de manipulateur, Philippe, extrêmement dangereux. On va faire circuler la parole. Laurent, je vous sens frétillé d'impatience. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, complètement. Et je voudrais ajouter quelque chose. Emmanuel Macron, président de la République, brille par son absence chronique sur les questions tout à fait essentielles et régaliennes d'insécurité et d'islamisme. On ne l'entend pratiquement pas là-dessus. Même s'il a fait 3 jours à Marseille, il y avait clairement un sujet là-dessus. Oui, et justement, mais il ne formule pas, et ça c'est depuis le début de son mandat présidentiel, il ne formule pas un corpus doctrinal clair, précis, argumenté sur ces questions essentielles dont on voit de plus en plus la prégnance dans l'actualité où il n'y a plus maintenant une seule semaine sans qu'il y ait, je dirais, un scandale sécuritaire et sans qu'il y ait un malaise grandissant de nos policiers et de nos gendarmes qui sont de plus en plus en détresse morale. Vous pensez que ça manquait dans une intervention qui faisait sous 27 minutes, qui a abordé le sujet de l'emploi, mais qui a aussi abordé d'autres sujets, celui de l'énergie, en parlant de PR2, en prochant la France. Je ne sais pas si vous avez saisi ça, mais EPR2, ça veut dire, on parle de la France de 2100. On ne sera plus là. Et nos enfants non plus. Mais je veux bien qu'on parle de la France de 2100, mais je voudrais bien qu'on parle de la France d'aujourd'hui. Ouais. Nous avons maintenant un trouble à l'ordre public qui devient paroxystique. Et je vais jusqu'à affirmer que nous avons une situation quasi insurrectionnelle, c'est-à-dire que nous avons maintenant certaines zones qui sont en situation insurrectionnelle. À savoir que lorsque la gendarmerie ou la police arrivent dans ces zones-là, ce sont des attaques au mortier, parfois des tirs de Kalachnikov, une arme automatique, etc. Ça s'appelle des situations insurrectionnelles. C'est les fameux îlots de non-droit. Oui, mais alors, de non-droit, les îlots de non-droit, finalement, vous savez, on enveloppe dans du miel, en quelque sorte, l'amertume de la situation. Îlots de non-droit, ce n'est pas du tout des îlots de non-droit. Il y a un droit dans ces îlots. Ce droit, c'est celui des caïds et des islamistes. Mais il y a un droit, et il est rigoureux. Je peux vous dire qu'il est rigoureux. Et il a une très grande force exécutoire, ce droit-là. Pas du tout des îlots de non-droit, c'est au contraire des îlots insurrectionnels. Et quand il y a une multiplication des situations insurrectionnelles, on finit par avoir une guerre civile. Bon, le président de la République est complètement absent sur le sujet. Il comptabilise quelques effectifs de police qu'il aurait augmentés, etc. Mais il n'y a aucun corpus doctrinal, il n'y a aucune vision d'ensemble du problème. On voit que, de toute façon, ça lui est totalement étranger, tout ça, mais complètement. Il n'y comprend rien. De toute manière, il n'y comprend rien. Il ne sent pas les choses, il n'a aucune intuition de ces choses-là, et puis ça l'emmerde profondément, ça l'ennuie profondément. De toute façon, lui, c'est la Start-up Nation, et puis rien d'autre. C'est le mondialisme. On va faire circuler la parole. Cyril Benassa.
c'est vrai qu'il n'y a pas de doctrine, mais pour qu'il y ait une doctrine, il faudrait d'abord qu'il y ait un constat. Et dans l'allocution du président, je trouvais que le constat était consternant. Il s'est félicité, dans son bilan, d'avoir réduit de 25% les cambriolages. Alors ça, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais ce n'est pas ce qui ressort autour de moi dans la vraie vie. Et puis, moins 25% pour les vols de voitures. À cause du confinement. À cause du confinement. Ah bah oui. Les vols de voitures. Il se trouve que les vols de voitures, c'est parce que le crime s'est déplacé, que les voitures, c'est très difficile à voler et que c'est beaucoup moins intéressant. Donc, il s'est focalisé là-dessus pour nous expliquer que ça marchait. Et il y a une phrase, moi, qui m'a laissé perplexe et que j'ai revisionné pour voir si j'avais bien entendu. Il a parlé du retour de la violence dans les pays occidentaux. Oui. Le retour de la violence. De quelle violence, depuis quand, quel retour dans les pays occidentaux? C'était pas transparent pour vous? Ah non, je ne vois pas. Il parlait clairement du terrorisme. C'était ça dont il parlait. Et sans doute d'une forme d'opposition entre les gens. Quoi. Le clivage qui existe de plus en plus dans le pays. C'est ça dont il parlait. Oui, sans doute, mais l'idée d'un retour, ça fait référence à une époque où il y aurait eu une violence accrue dans les pays occidentaux. Alors il fait référence à quoi? Mais peut-être parlait-il de ce que... J'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer. Oui. La violence ne fait qu'augmenter, qu'on ne revient pas à une situation qui aurait été violente il y a quelque temps. D'accord. Ça m'a paru il noie le poisson, il ne définit pas ce type de violence et il ne met pas l'accent sur les aspects ethniques, il faut bien le dire, de cette violence. C'est tabou. Mais est-ce que ça n'intéresse pas de dresser les Français contre les autres avec la recherche de boucs émissaires? Et finalement, cette violence qui se passe, elle dresse les Français les uns contre les autres et ça permet à des Macron, à l'oligarchie, d'être tranquilles avec des gens divisés, complètement divisés en bas, qui divisent de façon volontaire. Ouais, enfin, c'est ce qu'on reproche aussi à Zemmour. Donc, c'est différent. On va laisser... Il y en a une qui a pris la parole. Les Français se divisent tout seuls. Il n'y a pas besoin de mettre de feu sur la division. Vous savez. Valérie Daubigny. Le fait d'occulter des sujets chauds, effectivement, fait partie de l'enfumage, de ce genre d'allocution où il en a profité pour faire un bilan, à ses yeux, exceptionnel de la manière dont il a géré la crise, etc. Donc, moi, ce débat, je l'ai regardé pour vous être agréable, Franck. D'habitude, je lis simplement l'essentiel le lendemain parce que, honnêtement, c'est assez épidermique. C'est vrai que je me suis fait violence aussi. J'ai vraiment l'impression d'avoir K dans Walt Disney qui essaye de m'hypnotiser. Maxima culpa. Donc là, oui, je l'ai regardé. J'ai eu cette impression que j'ai toujours de K qui m'hypnotise, parce qu'il faut quand même reconnaître à Emmanuel Macron un immense talent d'acteur de théâtre. Et il s'est même amélioré encore au cours des 5 ans. C'est très impressionnant. Donc il est là. C'est pour ça qu'on a des alertes rouges. Attention, ce chiffre, comment est-il calculé, etc. C'est très bien que vous ayez décrypté tout ça avec votre œil d'économiste. Donc vraiment, sur la forme, on se sent conduit, mené, et ça, c'est extrêmement désagréable. Et ce n'est pas une attitude de chef d'État qui a une vision, qui a un amour de son pays, un amour des Français. C'est tout autre chose. Sachez que ce sont des succès d'audience sans doute uniques dans l'histoire de la République. On est au-delà, à chaque intervention du président de la République, à 20 millions d'auditeurs. Autrement dit, Emmanuel Macron a trouvé une manière de parler directement aux gens. Mais c'est parce qu'il y a une attente aussi. Attendez, Franck. Là, toutes ces dernières allocutions, on savait qu'il allait nous lâcher une info sur ce qu'on aurait le droit de faire le lendemain ou plus le droit. C'est pour ça que les gens regardent. Quelque chose qui concernait tout le monde de façon très pratique. C'est pas parce que Macron va les emmener comme un chef d'État. Personne ne dit que c'est un satisfecit. Non. Mais il n'empêche que c'est impressionnant d'avoir 20 millions de personnes dont on est en droit de penser que ce sont des adultes en grande majorité, et donc des gens qui vont voter. Mais parce que l'angoisse est de plus en plus répandue, c'est pour ça. Ce qui m'impressionne aussi, c'est ce chiffre qui a été annoncé juste après. Dès la fin de l'allocution, il y a 100 000 personnes qui se sont précipitées sur Doctolib pour aller s'inscrire, pour aller se faire vacciner. Là, je me dis, le serpent fonctionne bien. Alors, ça, c'est le premier message, c'est les 9 premières minutes environ sur la nécessité de la 3e dose pour les plus de 65 ans. Enfin, d'ailleurs, pas la nécessité, l'obligation pour conserver le pass sanitaire. Et c'est cette information qu'on venait chercher, grosso modo. On voulait savoir, ou alors est-ce qu'il va reconfiner les non-vaccinés, nous ne savons pas. Moi, il y a une autre phrase qui a résonné, et j'ai repensé, j'en ai parlé même avec des jeunes, presque sur un plan philosophique, c'est « vaccinez-vous pour pouvoir vivre librement ». Lorsque vous dites à une population, vous lui donnez une injonction, mais qui repose sur un sophisme, en gros, et que cela rentre
mais quel mal on fait à la capacité de réflexion, de liberté, d'intelligence. C'est une offense à l'intelligence des Français. Vaccinez-vous pour empêcher la propagation. Vrai ou pas vrai, en tout cas, cette phrase aurait eu du sens. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre librement, et on l'a bien compris, il a développé les cafés, les théâtres, les restaurants. Je suis désolée, je ne vais pas me vacciner pour pouvoir aller au restaurant. Ce n'est pas la bonne raison. Là c'est grave. Là, c'est très grave, c'est quelque chose de fondamental. Et ça correspond bien à tout ce qu'on a depuis 5 ans. On a un discours qui joue sur les émotions, sur les tripes, et qui ne s'adresse pas à l'intelligence. Je voudrais qu'on revienne, merci Valérie, je voudrais qu'on revienne sur un point qui, à mon avis, va devenir assez important dans la campagne, c'est le retour en faveur du nucléaire. Alors là, c'est extraordinaire. Très sérieusement, il y a 4-5 ans, on voyait tous que les partis étaient en train de s'aligner à peu près contre le nucléaire. Le nucléaire est en train, clairement, Macron annonce EPR2, c'est-à-dire des mini-centrales, alors que l'EPR1, pour le moment, c'est quand même c'est-à-dire un prototype qui coûte, on est, je crois, au-delà de 20 milliards d'euros. Donc c'est un système qui ne fonctionne pas tout à fait bien. Sauf en Chine. Sauf en Chine, absolument. Et donc projette la France dans ce truc, et on voit bien les candidats LR, ce sera notre 3e sujet, sont tout à fait là-dessus. On voit que Mélenchon est ambigu, mais plutôt en faveur de ça. Est-ce que ça ne vous... Alors Mélenchon est contre ça. Non, il veut sortir du nucléaire. Il a varié là-dessus. Ouais. En ce moment, il veut sortir. Sa dernière position. Moi, ce qui me semble extrêmement choquant, et ce qui démontre tout le quinquennat de Macron, c'est que Macron, il a frémé un outil qui valait 3 milliards d'euros, qui pouvait fonctionner 20 ans, qui s'appelle Fessenheim, et en fait, et qui produisait 2% de l'électricité française, nucléaire. Et là, 1 an après, il dit « Ah bah moi je suis pour le nucléaire et je vais monter de nouvelles centrales nucléaires ». Donc on voit que c'est absurde. Alors qu'évidemment, le nucléaire, il est clair que rationnellement, c'est la seule façon de réduire les émissions de CO2 concernant l'électricité. Clairement, puisque les énergies renouvelables, elles fonctionnent que quand il y a du soleil et du vent, il faut leur adjoindre des émissions de CO2 par des centrales gaz ou charbon. C'est absolument obligatoire. Mais Macron, là-dessus, il montre une deuxième facette de sa personnalité, son suivisme. En fait, son suivisme. Parce qu'en fait, c'est parce que la Chine est en train de lancer des prototypes de mini-centrales nucléaires, d'ailleurs très intéressantes, avec des sels liquides, beaucoup moins dangereuses, enfin très très peu dangereuses. On divise encore le risque par 100 s'il y avait un risque sur le nucléaire. Et puis parce que Bill Gates est en train aussi de travailler à fond et fait des projets très intéressants sur des mini-centrales nucléaires aux États-Unis. Le privé aux États-Unis fait cela. Et donc, c'est le suivisme, en fait. Il fait le président jupitérien. En fait, c'est juste un président suiveur. Quoi. Mais vous êtes d'accord que ce sujet est un sujet qui va prendre de l'importance sans doute dans la campagne, parce que c'est un sujet qui est clivant. Oui, puis c'est un sujet qui est... Voilà, puis c'est tellement évident. Et puis maintenant, les gens dessillent les yeux sur les bêtises d'Europe Écologie Les Verts qui dit on va baisser les émissions de CO2 et en même temps baisser les capacités de production hors CO2 que sont le nucléaire. Quel est votre regard sur ce sujet ? Je trouve que le mot suivisme est très juste, mais on peut peut-être imaginer un suivisme de l'opinion en France aussi. C'est-à-dire qu'il a tenu une promesse de Hollande par rapport à Fessenheim pour plaire aux écolos. Et on peut imaginer aussi que dans son électorat, qui est un électorat bobo de centre-ville, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la cause écolo et qu'il a voulu aller dans ce sens. Et puis ensuite, il s'est rendu compte, peut-être avec le prix du monde, la montée du prix de l'énergie, qu'il y avait quand même dans l'opinion une espèce de balance de l'intérêt entre, comme on dit, la fin du monde et la fin du mois. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand l'énergie est peu chère, on peut penser au réchauffement climatique. Et puis ensuite, quand on n'arrive pas à payer sa facture, il y a des problèmes urgents qui se posent. Et là, il a peut-être entendu ces Français et il s'est rangé quand même à une forme de raison. Vous semblez indiquer un point conjoncturel. J'insiste sur le fait que la mise en chantier de PR2 à horizon 2035-2040, c'est un engagement financier, mais aussi une prise de position qui engage la France, non pas du tout pour les quelques années qui viennent, mais pour une centaine d'années. Mais Macron, ça ne le gêne pas. Il a fermé Astrid, le projet de recherche, il y a 2 ans, qui avait coûté des centaines de millions d'euros de réacteurs pour 2070. Donc on voit qu'il est vraiment dans une gestion totalement contradictoire et à la petite semaine sur nos intérêts stratégiques. D'accord. Laurent Arthur Duplessis. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là aussi, ces problèmes de CO2, etc., la France
contribue de manière infinitésimale à cette production. Elle est pratiquement le pays le plus propre, un des plus propres, grâce à son industrie nucléaire. Vous voulez dire, quand on la compare aux pays comparables, c'est-à-dire très développés, ayant beaucoup de voitures et d'industrie, parce qu'évidemment, moins d'émissions, si je me permets, moins d'émissions par les Français de CO2 par habitant que le terrien moyen. Oui, d'accord. Mais oui. Ah oui, moins d'émissions. Je pensais que c'était au moins au sein de l'OCDE. Et ça masque le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la Chine, l'Inde et tous les pays en voie de développement mise à fond sur les énergies fossiles. La Chine, pratiquement, met en service de centrales à charbon quasiment par semaine. Oui, on dit une par semaine. On ne sait pas si c'est une par semaine ou une par mois. En tout cas, ils en construisent à tire-larigot. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et l'Inde, c'est pareil. Et puis bien d'autres pays encore. Parce que ça reste des énergies fossiles, pour ces pays-là, le moyen le moins cher et le plus rapide de se développer. Et donc, c'est hors de proportion ce que nous faisons, nous bricolons sur de l'infinitésimal par rapport à tous ces pays-là. Par rapport au monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi, à laquelle vous pourriez être sensible, c'est que finalement, le couplage nucléaire plus énergie alternative, éolien et tout ça, c'est une forme d'indépendance pour un pays. Bon, alors le nucléaire, moi je suis à fond pour. Oui. Bon. Les éoliennes, un peu moins, parce que ça saccage les paysages. Est-ce que vous voudriez avoir une éolienne à côté de votre maison? Alors, il se trouve que j'en ai il y en a encore en construction, là où je suis dans le Pas-de-Calais, à 500 mètres de la maison. Et vous êtes heureux? Ça ne me provoque pas de joie particulière, mais je constate que ça ne me provoque pas de nuisance. Je ne les entends pas. À 500 mètres encore, ça va. À 500 mètres, ça va. Mais si c'était à 50 mètres. Je reconnais que ce serait... Et vous avez une vue peut-être sur le paysage? Non, je ne les ai pas. Ah voilà, aussi. Voilà, donc vous êtes sauvés. Mais franchement, les gens qui ont une maison quelque part dans la campagne et tout d'un coup se voient environnés d'éoliennes, leur maison, elle ne vaut plus rien, je peux vous dire. Bon. C'est sûr que ça a été très intéressant, pardon. C'est valable aussi pour un pylône électrique, une autoroute, une voie de chemin de fer. L'éolien, c'est le développement, créer des... abîme le paysage. Mais quand vous voyez le rendement des éoliennes, c'est quand même... Alors peut-être, oui. C'est ridicule. Du coup, c'est un... On va finir la question pour... Mais c'est quand même très intéressant. Le changement qu'il y a eu pendant ces 5 ans, le regard porté sur l'éolien, d'une certaine façon, si on était vraiment en vérité, là, nous pourrions nous féliciter d'une sortie de l'idéologie, d'une certaine manière. On est sorti du tout éolien parce qu'on s'est rendu compte que, bon, il y a certainement d'autres enjeux derrière, mais bon, en tout cas, c'est un sujet passionnant et il est très intéressant de voir comment cela a évolué. Ayant regardé ce débat, pour vous être agréable, disais-je, eh bien, j'ai repensé à quelque chose. En 2017... C'est féminin, ça, c'est ça. Ça ne marche pas du tout, rassurez-vous. Bon, eh bien, je me suis rappelé une interview que j'avais trouvée passionnante en 2017, avant les élections présidentielles. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. En tout cas, je vous invite à aller le regarder. C'est un psychiatre italien qui s'appelle Adriano Segarato. Ok. Segarato. Non, pas du tout. Sagatori. Adriano Sagatori, psychiatre, psychothérapeute italien. Mais moi, j'avais été passionnée par ça. J'avais essayé de le diffuser. Je m'étais pris d'amis macroniens, vraiment des revers. En attendant, ce psychiatre décortique, mais vraiment très techniquement, là, pour le coup, il n'est pas idéologue, le comportement, le passé d'Emmanuel Macron. Et ce qu'il nous dit 5 ans plus tard, puisque nous avons un exercice derrière nous, eh bien, il nous dit, par exemple, une ambition hors norme, très sensible au regard des autres, narcissisme malveillant, hystérique quand l'admiration qui lui est vouée disparaît. Il nous parle de fascination pour le superficiel, d'un très grand goût pour le théâtre. Bref, je ne vais pas développer là, mais je vous invite à aller la regarder. Avant d'aller mettre... Adriano. Alors, Adriano Sagatori, psychiatre italien, c'est très intéressant. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, vous êtes agréable. Moi, je vous dis franchement, je me méfie de ce type d'approche, parce que la psychologie de Macron, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le résultat de son action. Et je me souviens qu'une équipe de psychiatres, de je ne sais combien de psychiatres, avait décelé que Donald Trump était malade mental aussi. Il y avait quelque chose de cet ordre. Alors, des malades mentaux comme ça, j'en veux bien pour mon pays. Ok, on en prend, on en laisse, mais allez la voir, je pense que vous serez tout de même convaincus. On en reparlera. Très bien, merci beaucoup. Bien entendu, ce sujet est inépuisable.
et on ne l'a pas épuisé. En revanche, on a épuisé nos 20 minutes et on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. C'est la Biélorussie qui arrive sur la table. À tout de suite. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait jamais vu un pays faire un chantage, un pays extérieur à l'UE, faire un chantage sur un pays de l'UE comme la Pologne, en important massivement des immigrés pour les mettre à la frontière. C'est ça la crise biélorusse. Alors je suis certain que les invités vont trouver que mon point de vue est un petit peu biaisé. Bien. Il n'empêche qu'actuellement, il y a une crise entre deux pays et que ce sont des hommes qui sont dans une sorte de no man's land glacial, des hommes venant d'Irak, du Liban, entre autres choses. Laurent Arthur Duplessis. Disons aussi, il y avait un précédent, c'est la Turquie qui avait massé des réfugiés à la frontière. Et puis c'était sans doute moins visible, mais vous avez raison. Ça l'a été à un moment donné, parce qu'il y a eu des anicroches très sérieuses, des affrontements sérieux. Mais moi, je voudrais souligner la vacuité profonde de cette Église européiste et droit de l'hommiste qu'est l'Union européenne, cette Église droit de l'hommiste qu'est l'Union européenne. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui s'est déjà illustrée à Ankara en ayant une attitude extrêmement humiliante pour l'Union européenne devant Erdogan ainsi que Charles Michel, à cause d'une histoire de fauteuil. Oui, ça c'est Ursula von der Leyen désavoue frontalement la Pologne, qui est aux limites de l'Union européenne par sa frontière de 180 km² avec la Biélorussie, et qui défend l'Union européenne contre la vague migratoire qui est en Biélorussie. Ça, c'est le premier point. Second point, la Pologne et les États baltes parlent de solliciter l'article 4 de l'OTAN pour se défendre contre une invasion migratoire, puisqu'en effet... Rappelons-nous ce que dit l'article 4. Eh bien, solidarité entre les pays de l'OTAN quand ils sont attaqués. Donc ce serait presque une déclaration de guerre Ben oui, parce que depuis cet été, cette affaire migratoire depuis cet été ne fait qu'enfler. Oui. Actuellement, ça devient assez tendu. Oui, il y a eu des morts, déjà. Les Biélorusses équipent les migrants avec des pelles, des pioches pour... casser les barbelés, etc. Et pour entrer de force en Pologne, les Polonais ont déjà capturé 50 migrants qui violaient le territoire polonais, etc. Mais ça monte. Et ça pose un autre problème encore, tout cela. C'est l'architecture de défense européenne, c'est-à-dire le problème de la Russie. Si Vladimir Poutine... était en bonne entente avec l'Union européenne, il aurait dit à la Biélorussie d'arrêter. Et il aurait même empêché de commencer. Il tient, on est d'accord, Poutine tient la Biélorussie en laisse. Oui, complètement. C'est un État vassal. Mais Poutine avait tendu la main à maintes reprises à l'Occident et surtout aux pays d'Europe au début, quand il est arrivé au pouvoir, à partir de 2000, presque jusqu'en 2007. Cette main tendue a été refusée à maintes reprises, et par les Américains, bien sûr, qui ne veulent surtout pas d'un rapprochement entre les pays d'Europe et la Russie, et par des gouvernements européens qui sont les serfs des Américains. Résultat, en désespoir de cause, il s'est retourné vers la Chine. En désespoir de cause, il cherche des alliés ailleurs, donc il y a la Turquie, qui est un allié de fait, puisqu'en effet, le transport des réfugiés, c'est Aéroflot. Pardon, Laurent. Excusez-moi, je vous coupe parce que je dois faire circuler la parole. Mais je vous trouve bien indulgent avec Loukachenko. C'est quand même lui qui manipule, oui, non, mais bien sûr. Non, mais on ne va pas dire que c'est un type sympa. Non, ça va de soi. Alors, je pensais que c'était implicite, je vais l'expliciter, bien sûr. Pardon, on va revenir là-dessus. Vous savez, je vais vous dire, ce n'est pas des questions de morale, tout ça. C'est des questions d'État-nation et de rapport de force. La géopolitique, ce n'est pas du tout un discours de curé de paroisse, vous savez. C'est un discours de rapport de force, la géopolitique. Or, on est dans une période où la moraline envahit tout et s'agglutine autour de tout. Il y a une question de rapport de force
Et ni la France, ni les pays d'Europe ne jouent le rapport de force. Mais quand on parle de rapport de force, il faut aussi parler de système d'alliance. Loukachenko, bon, évidemment, il joue son jeu, bien entendu. Mais vous savez, c'est une logique d'État-nation, c'est pas une logique de curé de paroisse. Hein. Oui, c'est tout à fait d'accord. Il joue son jeu, j'allais dire c'est de bonne guerre. Non, c'est pas de bonne guerre. Vous l'exonérez de son attitude ? Non, je l'exonère pas. Je dis que c'est pas notre problème. On a affaire à quelqu'un qui essaye de faire pression sur l'Europe. Et je pense que notre réflexion, notre problème, c'est comment y répondre. Après, lui, ce qu'il fait, on peut le condamner. C'est ce que je dis. C'est quand même... Pardon, les migrants viennent souvent à pied, à travers des passeurs, via des bus, des trains. Là, c'est la première fois qu'il y a des charters qui sont organisés, c'est documenté. Mais vous croyez que les Turcs, avaient fait la même chose avec les Grecs. De migrants, et par mer et par terre. Des affrontements avec la police grecque terribles. Les Turcs qui ont développé. Et le Maroc, qui à un moment donné a laissé filer. A fait la pression à Ceuta et Melilla sur l'Espagne, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est parce que les Grecs, à un moment, ont opposé une résistance farouche que les migrants se sont détournés et ont choisi d'autres routes. Une résistance vraiment violente. Effectivement, il instrumentalise ça parce que il appuie sur notre point faible, et notre point faible, c'est nos bons sentiments. Et je trouve que ça met le doigt sur ce système du droit d'asile en Europe qui part de bons sentiments, mais qui finit par être ignoble. Parce qu'en réalité, on dit à des gens, vous n'avez pas le droit de venir, vous n'aurez pas de visa, mais si vous arrivez à poser le pied sur le territoire européen, vous serez accueillis, vous serez logés. C'est le droit du sol par rapport au droit du sang. Non, c'est même pas ça, c'est le droit d'asile pour les réfugiés. Et le temps qu'on examine votre demande, vous serez logés. Si vous avez des enfants, ils seront scolarisés. Enfin, vous serez complètement pris en charge. Et quand bien même le droit d'asile serait refusé, de toute façon, vous ne repartirez pas. Parce que les pays d'où vous venez ne veulent pas vous reprendre et qu'on n'a pas les moyens de les y forcer. Donc, c'est une logique de multinationales qui gouverne les États-nations. C'est une logique, c'est un système absolument pervers et absolument ignoble. Parce que c'est à cause de ça qu'il y a eu des milliers de morts en Méditerranée. Voilà. Moi, on peut prendre l'exemple de l'Australie, qui a été confrontée au même problème, aux mêmes prémices, des débuts de problèmes d'invasion migratoire de même type. Ils ont été très clairs, ils ont repoussé les premiers bateaux et ils ont dit « Ne venez pas, ici il n'y a rien pour vous, vous n'aurez rien ». Et il n'y a pas eu des milliers de morts dans le Pacifique. Je crois qu'ils venaient d'Indonésie ou des pays les plus proches d'eux. C'était au début des grandes vagues migratoires. Mais on voit bien quelles sont les idéologies à l'œuvre dans les classes dirigeantes françaises et européennes. C'est une idéologie mondialiste, c'est une idéologie immigrationniste, c'est une idéologie du grand remplacement. Il s'agit d'avoir un marché amorphe, une pâte à modeler qui avale tout ce qu'on lui donne à consommer et qui non seulement méprise la logique de l'État-nation, mais la combat. La combat, elle veut la détruire. Et en fait, elle s'en fiche complètement. Je me souviens d'un rapport de l'ONU qui préconisait à l'Europe d'accueillir, à l'horizon 2050, je crois, 50 millions d'Africains, pour la simple raison qu'il y avait une démocratie montante en Afrique et descendante en Europe, et que il fallait que ce soit des vases communicants. Démographique, oui. Comme si les peuples étaient interchangeables. C'est ce qu'a fait l'Allemagne à un moment. Oui, parce qu'elle avait eu besoin de main-d'œuvre. Oui, tout à fait. Philippe Murer. Allez-y. J'ai envie. Une dernière chose rapidement, je trouve que il y a quand même une immense hypocrisie dans cette histoire aussi, parce qu'en réalité, tous les Européens sont bien contents que la Pologne fasse le sale boulot et résiste et oppose ses policiers aux flics. Alors, en haut lieu, on s'indigne du traitement des migrants, on montre des images, mais en réalité, on est bien content qu'ils n'arrivent pas chez nous. Mais de la même manière ce problème comme on l'a à Calais. La Pologne, quand elle n'avait pas ce conflit avec la Biélorussie, était contente que la frontière soit finalement en Grèce, et qu'elle ne soit pas confrontée à ce problème. C'est-à-dire que finalement, tout le monde est content d'être protégé par certains pays, mais peut-être que les pays européens ne contribuent pas à soutenir ces pays. C'est ce qu'on voit avec la Pologne. Ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs frontières, parce que quand les migrants ils passent la frontière polonaise, si on n'est pas à cause de Schengen, ils passent immédiatement la frontière allemande et française sans plus aucun contrôle. Si vous n'avez pas Schengen et que chacun a des frontières, il faut passer 3 frontières pour arriver en France. C'est beaucoup plus protecteur. Par contre, moi je voulais revenir sur une chose. D'où vient cette histoire, en fait ? Ça vient, en fait, de ce discours moralisateur où, en fait, on n'arrête pas de mettre des sanctions, de mettre l'opprobre. Des sanctions contre la Biélorussie. Contre la Biélorussie, parce que il y a un an, effectivement, il y a eu les élections en Biélorussie, probablement frauduleuses, où le dictateur Loukachenko, probablement triché, a eu 80%, en fait. Et c'est de là que l'Union européenne a pris fait et cause.
pour son opposante qui avait fait 9%, l'a accueilli en Lettonie, lui a donné le prix Sakharov, bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'en plus, on a mis des sanctions extrêmement dures contre Loukachenko. Il n'a plus le droit de voyager dans l'Union européenne, on a gelé ses avoirs, et on arrive à quoi? Eh bien, ça crée ce genre de crise, alors qu'on ne va pas réussir... Donc c'est un chantage qu'exerce Loukachenko contre l'Union européenne. Mais je ne prends absolument pas position pour lui, qui est sans doute un homme pas très recommandable, et qui est très sanguin en plus, mais on crée ce genre de crise alors que ça ne sert à rien. On ne va pas imposer par les sanctions ou par la force la démocratie, c'est pas possible. Quelle pourrait être la réponse de l'UE par rapport à cette situation en Pologne? Ne rien céder. Ne rien céder. La réponse de l'UE et la réponse de la France, c'est ne céder en rien. On a pris une part... Donc soutien total aux Polonais. Soutien total aux Polonais et de leur dire n'en prenez pas, parce que c'est le problème de la demande d'asile européenne qui nous empêche de contrôler l'immigration illégale. Une fois qu'ils posent le pied en Europe, ils ont le droit d'asile et à ce moment-là, ils peuvent se déplacer par Schengen en France. Et ça Schengen nous rend extrêmement faibles de ce point de vue-là. Mais la vraie réponse, de toute manière, elle doit être d'aller travailler avec Poutine, d'orchestrer avec Poutine la désescalade, parce que Poutine a proposé ses services hier, je crois, a dit moi je suis pour la désescalade. Poutine, effectivement, comme le disait M. Duplessis, peut mettre une grosse pression à la Biélorussie parce qu'il y a d'énormes liens économiques et sur l'énergie, sur le gaz. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que la crise va être gérée si l'Union européenne a l'intelligence de discuter avec la Russie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? Et après, je vais céder la parole. Laurent, je sais que je vous frustre, mais il y en a une qui n'a pas parlé. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'hypocrisie de la part de Poutine d'organiser ce chaos avec Loukachenko, il l'a pas organisé. Pour ensuite il a laissé dire faire, j'arrive, je suis Zorro, je sauve la situation, il tient pas parlez avec moi. Il tient pas Loukachenko, qui est quelqu'un d'extrêmement sanguin, mais par contre, là, il peut le tenir, il peut lui dire, bon, là, tu le fais pas. Voilà. Là, tu t'arrêtes là. Dessiner, d'ailleurs. Mais Poutine n'est absolument pas derrière ça. Je vais juste mentionner une chose. Ursula von der Leyen, qui est une dame patronesse, érige Loukachenko en affreux. Très bien. Mais quand Riyad a commandité l'assassinat dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, d'un journaliste d'opposition qui est une grande figure de l'opposition, il a été torturé, tué, découpé en morceaux pour être évacué. Et Ursula von der Leyen, elle n'a pas dit qu'il fallait mettre sous embargo économique l'Arabie Saoudite. Quand la Chine emprisonne des milliers d'opposants, des dizaines de milliers d'opposants... Et peut-être même des millions. Des millions, et les fusille régulièrement dans le silence des prisons, et fait même du trafic d'organes avec leurs organes. Il y a des ambulances qui attendent pour prendre les organes. Ursula von der Leyen, on ne l'entend pas non plus proposer un embargo économique sur la Chine. Qu'est-ce que c'est que ces dames patronesses qui nous gouvernent et qui ont des indignations sélectives sur Loukachenko parce qu'il a fait détourner un avion où il y avait un opposant dedans, mais qui sont muettes comme des carpes sur l'Arabie Saoudite, sur la Chine, sur d'ailleurs d'autres pétromonarchies qui sont aussi des dictatures qui traitent les ouvriers immigrés comme avec la dernière des cruautés. Et ce sont des indignations sélectives qui, par définition, les disqualifient. Valérie Daubigny. En effet, moi je suis contente qu'on aborde ce sujet. Merci pour tout ce que vous avez apporté les uns et les autres, parce que c'est effectivement un sujet capital. C'est comme un gros test pour l'Europe, son unité. Et à cet égard, je trouve intéressant la Grande-Bretagne qui dit « nous allons envoyer quelques soldats pour vous aider », ce que finalement, combien? Très très peu, 18. D'accord. Okay. Mais c'est une manière de se moquer de l'UE, non? Vous ne vous sentez pas un petit peu le foutage de gueule? Parce que les envoie-t-il à Calais? Oui, alors là, il met vraiment la responsabilité sur la France, pour le coup. Mais en tout cas, vraiment très, très important, capital. Enfin, moi, en observatrice, je me dis, on est là à un moment grave, dangereux. Comment allons-nous nous en sortir? Comment en sommes-nous arrivés là? Effectivement, ça pose vraiment la question de la diplomatie. Là, je pense qu'on est au fond sur ces questions-là. Pour tout vous dire, je pensais qu'en France, de ce côté-là, on n'était pas tombé sur le pire ministre des Affaires étrangères. Mais en fait, oui. Et il est tout à fait navrant de voir que... Parce que lorsque ces charters se préparent, vous n'allez pas me dire qu'on ne le sait pas.
Hein. Là aussi, c'est comme pour les sous-marins. Mais quelle est la solution? Bien sûr qu'on le sait. Bien sûr qu'ils partent d'aéroports avec des compagnies aériennes officielles. Ça se travaille dans le pays. Enfin, je ne vois pas comment on laisse venir la chose. En fait, c'est à se demander si on ne l'a pas laissé venir pour enquiquiner la Pologne qui titille notamment la bien-pensance de... Oui, c'est bien possible, ça. C'est pas impossible. Et qu'on dise, tiens, ils vont se frotter un peu les pépères, au risque de nous faire tous, de nous mettre tous en danger. Ça n'est pas impossible. Moi, j'aimerais bien avoir aussi vos avis. Je suis désolée, je prends votre place. Allez-y. Non, mais cette question de... Si la question est intelligente, je la retiendrai. Sinon, je changerai de... Cette question de construction de murs, moi, j'ai bras m'en tombe qu'on dise, on a la solution. On va construire un mur. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais je me dis, mais avec mon bon sens, enfin, avec un peu de bon sens, pardon... Vous me volez mon enchaînement. Donc ça serait ça la solution, construire un mur. Non, il n'y a pas besoin de construire un mur. Dans ce cas précis, franchement, le mur à la frontière mexicaine qu'on construit, Obama puis Trump, ça peut se réfléchir, c'est une question. Mais là, la frontière polonaise et biélorusse, c'est une crise à court terme. Et elle va se terminer, cette crise. Et pourtant, les Polonais l'envisagent. Ils sont sur des budgets aux alentours de 400 millions d'euros pour construire un mur. Mais les Polonais sont très hystériques par rapport à ce qui est la Russie. La Biélorussie en fait partie. Ils ont des raisons de l'avoir vécu douloureusement. Oui, le problème, c'est qu'en étant hystériques, ils creusent le fossé sans cesse avec la Russie. C'est une spirale sans fin entre la Russie et la Pologne. Et ça fait le jeu de la tutelle américaine qui redoute par-dessus tout un rapprochement, notamment de la puissante industrie allemande, avec les 17 millions de kilomètres carrés de la Russie pour une matière première, et subsidiairement, d'ailleurs, des économies françaises, néerlandaises, etc. Les États-Unis, en plus, sont très attachés à l'OTAN, qui n'a plus aucune raison d'être, parce qu'ils fourguent leurs armes aux pays de l'OTAN, qui sont des clients captifs. Et une fois de plus... Au détriment des industries de l'armement européen. Même celles qui ne marchent pas, on est d'accord, le F-35. Oui, il ne marche pas du tout. Ils sont en train de le faire avaler aux Suisses quand même, alors qu'il ne marche pas du tout. C'est extraordinaire. Oui, au dépend du Rafale, etc. Et en fait, tout ça, ce sont les retombées de la vassalité européenne vis-à-vis de la tutelle américaine qui, par-dessus tout, redoute un rapprochement des pays d'Europe, de l'Ouest et d'Europe avec la Russie. Et tout est là, tout dépend de ça. Ouais. La constitution du bloc européen élargi versus le bloc américain et versus un bloc asiatique dont la Chine serait oui, parce qu'en plus, les Russes se tournent vers les Chinois pour des investissements, etc. Mais l'Europe a une capacité d'investissement et un savoir-faire technologique qui ferait merveille en Russie. Ou par exemple, l'industrie pétrolière dans l'immense Sibérie a un besoin furieux de capitaux et de savoir-faire technologique que les grandes industries pétrolières européennes sont eux-mêmes de lui fournir. Mais tout ça, ça fait peur aux Américains, vous comprenez. Les synergies qui pourraient se mettre en place entre les pays d'Europe et la Russie sur le plan économique terrorisent les Américains. Oui, sauf que les Européens ne veulent pas être libres, les Allemands ne veulent pas être libres, les Italiens ne veulent pas être libres. Et donc, en fait, il y a que la France qui a envie d'être libre. On ne va pas y arriver avec l'Union européenne et l'Europe à changer de cela. Tout à fait. Cyril Benassar, vous aurez le mot de la fin. Hein. Les Européens ont des intérêts divergents vis-à-vis des Américains. On voit bien que les Allemands ne veulent pas se fâcher avec eux parce qu'ils ont un marché. Il n'y a pas d'Europe, en réalité, dans cette question. Mais il y a aussi une puissance militaire qui est... Les Américains, par des accords bilatéraux ou avec l'OTAN, sont aussi une nation qui est censée nous défendre en cas d'attaque russe. Et alors c'est là où c'est la grande illusion, ça. Les Allemands, ils imaginent quoi ? Que Washington va faire de son corps un rempart si jamais l'Allemagne est sous le feu nucléaire des Russes, par exemple, des Chinois. Ces pauvres Allemands sont actuellement dans une situation de déshérence intellectuelle et morale complète en termes de géopolitique. Ils se raccrochent à des chimères parce qu'ils ne se relèvent pas du traumatisme du nazisme. Et du coup, ils sont au degré zéro d'intelligence. Quand on est à ce point incapable de faire la guerre, on est dans une mauvaise posture internationale, c'est sûr. Mais là, on parlait du problème des crises migratoires, des invasions migratoires. La solution, évidemment, ce n'est pas un mur, même s'il arrive que les murs règlent les problèmes. Le mur à Jérusalem a beaucoup réduit les attentats. Un mur aujourd'hui, ce n'est pas une simple maçonnerie, je peux vous dire. Non, même des dispositifs électroniques, etc. Mais je pense qu'il faut s'arranger pour que l'Europe ne soit plus aussi attractive pour les migrants, pour le tiers-monde entier. Il ne suffise pas de poser le pied en Europe pour être garanti qu'on y restera, qu'on sera soigné,
quand on reviendra là-dessus, peut-être que ça attirera moins les migrants. D'ailleurs, ils ne vont pas n'importe où. Ils ne vont pas au Japon. Ils vont beaucoup en France. C'est une manière de revenir dessus plutôt d'attendre que la Sainte Église européenne bouge. Ça serait de sortir de l'Union européenne. C'est mon point de vue. Exactement. Alors, vous avez raison. Ok, c'est drôle parce qu'on sent que là, vous venez de relancer le débat et qu'on pourrait refaire 20 minutes aisément. On va rester sur cette frustration. Vous savez ce que disait Sacha Guitry quand il allait rejoindre sa maîtresse. Il disait que le meilleur moment, c'est quand on montait l'escalier. Et Clémenceau aussi disait ça. Il disait ça aussi, mais c'est autrement dit le moment de la frustration. Donc on vous laisse sur la frustration. J'avais compris que c'était quand il allait au bordel. Les oreilles chassent, bref, allez, je ne me laisserai pas entraîner. Vous avez vu comme je suis fort. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet, le débat qui actuellement, ou plutôt les débats, puisqu'il y en a 4 de prévus, 2 ont déjà eu lieu, 2 sont à venir, entre les 5 candidats du parti Les Républicains pour choisir le finaliste de l'élection présidentielle future. Peut-être les avez-vous suivis. Valérie va me reprocher de l'avoir obligée à faire un devoir auquel elle répugnait, mais moi je les ai regardés. Cyril, ça vous a intéressé? Intéressé, passe des choses. Intéressé, c'est pas le mot. Disons que ça m'a beaucoup ennuyé parce que c'était très long et très fastidieux, très pénible à regarder. Ouais. En revanche, c'était finalement un spectacle assez réjouissant parce que voir tout ce petit monde être poussé à droite et bousculé par l'apparition de Zemmour dans le débat public et par ses propositions, ça avait quelque chose d'assez jubilatoire. Maintenant, je veux dire, il y a 2 choses. Il y a d'abord un manque de crédibilité totale. Quand on entend Michel Barnier nous parler de l'immigration, il n'y a pas si longtemps, j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Alors je me mélange un peu peut-être, mais dans ces négociations pour le Brexit ou avec la Pologne, je ne sais plus, à un moment il expliquait que l'Europe c'était un pack, c'était un ensemble, et que si on n'acceptait pas l'immigration, on ne pouvait pas bénéficier des autres avantages, du marché, des financements et d'autres. Et là, il vient nous dire que l'immigration c'est un problème et qu'il faut écouter les peuples européens qui n'en veulent pas. Ouais. C'est assez drôle. Et tous les autres étaient sur ce ton-là. Xavier Bertrand qui nous disait il n'y a pas si longtemps, mon ennemi c'est Marine Le Pen. Et là, il est là à faire dans une surenchère, quand même prudente, parce que ça, c'était quand même la deuxième limite de l'exercice, c'est que malgré tout, malgré ce qu'il pense être une surenchère, enfin un effort vers une droitisation et vers l'électorat le plus à droite de LR, c'était quand même d'une prudence. Ils se sont tous réclamés du programme de Fillon, même sur l'immigration qui était extrêmement timide. Fillon parlait, pour résoudre le problème de l'immigration, de quotas, instaurer des quotas. Simplement, le problème des quotas, c'est que ça ne concerne que l'immigration de travail, qui ne concerne que 15% du problème. Le reste, le gouvernement n'a pas la main dessus, c'est le droit qui le régit. Le regroupement familial, et ça, personne n'en parle, personne ne veut revenir là-dessus. Personne n'avance une idée pour remettre en cause ça. Ils sont encore dans la trouille d'un article du Monde qui va les traiter de populistes. On a l'impression que c'est ça, quoi. Je vais céder la parole à Valérie, puisqu'elle m'a reproché de l'avoir obligée à regarder l'intervention du président de la République. Est-ce que vous avez regardé au moins un des 2 débats LR? Oui, je les ai regardés. Les 2? Oui. Okay. Et je me dis, il faut vraiment se dire que les Français aiment la politique pour qu'on leur donne comme ça 2 soirées de 3 heures, plus toutes les émissions ensuite qui décortiquent ce qu'a dit, la présentation, etc. Je me dis, ouais, mais je pense qu'en fait, et véritablement, les Français aiment la politique. Mais ils ne vont pas après forcément dans l'isoloir. Mais bon, voilà. Ça, c'est une petite remarque en passant. Autre petite remarque aussi de forme. On les voyait là, à la fois amis, mes amis, chers amis. Ouais. En même temps, on sait toutes les guerres qu'il y a eu, tous les ressentiments. Tout ça a été lissé, c'était la consigne, il le fallait. Pas d'attaque ad hominem. Donc un rôle important donné aux journalistes, qui d'ailleurs, je trouve, pour la plupart, se sont pas mal défendus, mais c'était eux les arbitres. On leur parle à eux, ce sont eux qui... Bon, voilà. Ça, c'est assez intéressant aussi.
Qu'est-ce que ça aurait donné si on interrogeait sur votre bilan? Ah, oui, effectivement, vous dites ça, Valérie Pécresse, vous nous parlez beaucoup de politique familiale, de politique nataliste, dit-elle, alors qu'elle a fait tout le contraire au Conseil régional. Je peux vous donner énormément d'exemples. Est-ce que parmi les 5 candidats... Si on se mettait un peu en face des bilans, parce que ça aussi, c'est une autre chose que je voulais souligner, mais plus de fond, c'est que ces personnes-là, lorsqu'on les regarde, elles ont toutes un bilan. Peut-être Philippe Juvin un petit peu moins, mais lui, il a cette force d'être les mains dans la vie. Rappelons qu'il est chef de service d'urgence à l'hôpital Georges Pompidou. Il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de l'hôpital. Ce pied dans la vie réelle est une force pour lui. Mais enfin, tous les autres sont des professionnels de la politique que l'on voit depuis fort longtemps. Et pourquoi on ne demande pas des bilans ? Valérie, est-ce que vous avez vu une personnalité qui sort du lot, qui vous a parlé, qui vous a ému, dont vous trouvez peut-être qu'elle est présidentiable ? Alors, je me suis amusée à cet exercice-là aussi. Bon, je pense que Xavier Bertrand a une solidité, puis ce langage qu'il essaye d'avoir, qu'on sent qu'il veut toucher les classes populaires, les classes moyennes. Peut-être ça a pu toucher un électeur LR, c'est possible. J'observais beaucoup Michel Barnier, parce que je me dis, Barnier, il arrive en vieux sage pour beaucoup de il est le senior d'assez loin. Bon. Et ça peut toucher les électeurs LR un peu âgés, un peu installés. C'est le notable centriste. En fait, Michel Barnier il montre bien ses limites d'âge, justement. Il était souvent lent à la détente, en décalage. Ça, je pense que là... Bon, honnêtement, Valérie Pécresse, je pense, a marqué des points sur la forme. Sur la forme. Elle était d'ailleurs assez contente d'elle à la fin du deuxième débat. On sentait par son sourire que, voilà, ça, je trouve que c'est pas à son crédit, mais bref. Et donc là, elle a peut-être pu ouvrir des oreilles. Juvin d'un côté pour son côté en prise avec le direct, et Pécresse... Barnier, à mon avis, montre ses faiblesses en dehors du coup. Bertrand marque des points. Mais Bertrand, là aussi, dans le théâtre. Qui nous reste-t-il? Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Alors lui, c'est l'homme de droite, c'est lui qui va... Et il joue cette carte à fond, de celui qui va essayer de toucher l'aile la plus à droite des LR. Je pense qu'il y arrive pas mal. Et il se débrouille bien, voir ce que ça donnera, comment ça aura pu toucher l'électorat LR. Il y a un vote qui est, alors j'ai oublié la date, mais c'est 4 décembre. 4 décembre, on en saura plus. Laurent Arthur Duplessis. J'adhère tout à fait à ce que Valérie vient de dire. Il est clair que, hormis Juvin, qui est vierge politiquement, si je puis dire, il a été élu local. d'une commune de banlieue parisienne. Mais il était député européen, il est en politique depuis très longtemps. Disons, de toute façon, à mon avis, ce n'est pas lui qui sera élu, ce sera un des trois autres. Moi, j'attends avec une délectation indicible le moment où l'un de ces trois-là va se retrouver confronté avec Éric Zemmour dans les débats de la campagne présidentielle. Parce que pendant 30 ans, ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont dit là. Et Zemmour, qui depuis 30 ans même il y a chronique... 6 mois, il disait le contraire. Oui, même il y a 6 mois. Zemmour, qui depuis 30 ans chronique la vie politique française, maîtrise parfaitement tous ces sujets et va les ridiculiser complètement. Il va les réduire à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des girouettes, des gens sans colonne vertébrale, et qui ne sont absolument pas à la hauteur du climat de crise existentielle de la France aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut des Clémenceau, des De Gaulle. C'est marrant, vous vous arrêtez là-dessus. Comme si les deux grands hommes, excusez-moi, mais ça m'a frappé récemment, comme si les deux grands hommes français du XXe siècle, c'était De Gaulle et Clémenceau. Parce que c'était des hommes confrontés aux nécessités de la survie de l'État-nation française. Et on a quoi? Un pitre mondialiste, c'est Macron, qui est évanescent, qui est une paramécie. Et parmi ces 5-là, il n'y a pas quelqu'un qui vous semble avoir cette étoffe-là? Aucun. Mais aucun. Enfin, ils sont ridicules par rapport à la situation. Alors, ils ergotent sur l'idée de grand remplacement. Valérie Pécresse avait trouvé une astuce. Ils ne reprennent pas le terme. C'est pessimiste de parler de grand remplacement et nous ferons en sorte d'éviter qu'il y ait un grand remplacement. Mais donc, c'est bien reconnaître la validité du concept, alors. Mais on a des pudeurs sémantiques. On n'ose pas nommer les choses.
mais ces gens-là sont très en dessous du niveau de péril existentiel qu'il y a en France, et pas qu'en France, où on est à l'aube d'une guerre civile. Mais c'est quoi? C'est des présidents de la République? C'est des premiers ministres? Alors, en plus, ils parlent comme des premiers ministres, en plus. Et en plus, comme on a raccourci le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, de toute façon, c'est un mandat de Premier ministre en même temps, le mandat présidentiel. Et du coup, on fait peu le distinguo entre le président de la République et le Premier ministre. L'esprit de la Constitution a été perverti par ce raccourcissement du mandat. Et de toute façon, maintenant, on a surtout des affrontements de comptables. Ce sont des comptables. Mais surtout, en fait, il y a des postures et des discours, mais il n'y a aucune proposition de mesure crédible. De toute façon, ils ont à peu près le même programme de Macron avec 5 nuances de gris. En fait, pour moi, c'est à peu près ça. Juvin étant le plus à gauche, Ciotti étant le plus à droite. Mais ils ont juste une différence sur l'immigration et l'insécurité. Au promis juré, cette fois-ci, ils seront intraitables, bien qu'ils ont trahi depuis 30 ans. Et puis, les seules propositions, c'est on va arrêter le regroupement familial, mais un simple regard sur les choses, vous vous dites que le regroupement familial, c'est imposé par l'Union européenne. Donc, ils ne vous disent pas comment ils vont faire pour aller en dehors des textes européens et même des traités européens, pour lequel l'immigration est un sujet partagé entre les pays. Il n'y a pas un peu de niveau, quand même? On va dire, comme dirait un adolescent, il n'y a pas un peu de level dans... Il y a une apparence de niveau. Alors, moi, celui qui m'a le plus marqué, mais je n'ai pas la même lecture que Valérie Daubigny, c'est une question de personnalité, c'est Michel Barnier, qui est quand même un homme qui est parti depuis plus de 10 ans à l'eurocratie. Conseiller spécial de Barroso, 2 fois commissaire européen, négociateur spécial du Brexit. Il n'empêche qu'il 2 fois candidat à la présidence de l'Union européenne. On va dire que si c'était un maréchal soviétique, il y aurait la médaille des JO d'un côté, et il a organisé les JO. Alors peut-être que personne ne s'en rappelle, mais il les avait organisés dans sa région. C'est il y a 30 ans. C'est il y a longtemps. 35, et puis la deuxième médaille, ce serait le Brexit, non? Pas vraiment, mais surtout le problème, c'est qu'il est passé de l'eurocratie. Il a raté la médaille d'or de la bureaucratie européenne avec la Commission européenne, et il vient en faire de la politique française. Et c'est un homme dont les idées bougent à toute vitesse. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un opportuniste, parce qu'il défendait bec et ongle les textes européens, les traités européens, avec le Brexit, mais bien avant en tant que commissaire européen. Et là, d'un coup, il a complètement inversé ses positions. Il dit, non, en fait, ce que j'ai dit n'était pas vrai. Maintenant, on peut passer au-dessus des textes européens, faire un bouclier sur l'immigration, purement français, constitutionnel, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les grands connaisseurs de LR disent que... Enfin, certains connaisseurs de LR disent que c'est lui qui pourrait gagner cette primaire. Oui, c'est ce qui était annoncé avant les débats. Et ce qui m'étonne, moi, c'est qu'en fait, quand j'ai regardé ce débat, en fait, très honnêtement, je l'ai regardé, j'ai essayé de le ressentir, j'ai trouvé que c'est un type qui paraissait carré, sérieux, responsable, vraiment. Pour moi, il était le meilleur sur la forme. Et c'est là où on voit le danger. En fait, on voit le danger parce qu'en fait, l'électeur, le citoyen qui n'est pas vraiment intéressé, qui veut se faire une idée juste en regardant un débat, il va être manipulé, il va être trompé par ce genre de personnages qui n'ont pas du tout les mêmes projets, mais qui envoient de la poudre aux yeux avec ce projet, un projet. Mais son manque de fluidité intellectuelle va le handicaper face à quelqu'un comme Zemmour, parce que mécaniquement, c'est... Voilà. Oui, mais il est rassurant. Face à Zemmour pourra gagner. Il est rassurant. Rappelons-nous que, je vous cède la parole Valérie, qu'a priori, la barrière d'entrée, le seuil de qualification, cette année, exceptionnellement, c'est pour ces élections, c'est environ 16%. Donc il n'est pas interdit de penser qu'un candidat LR soit face aux finalistes annoncés pour le moment, en tout cas Emmanuel Macron, et que les électeurs... Alors, il y a environ 135 000 électeurs de LR. Et beaucoup de gens ont payé les 30 €. Il n'est pas interdit de penser que ces électeurs vont être stratégiques. Moi, je voyais Xavier Bertrand, justement. Je pense que Xavier Bertrand... je le pense depuis un an, a toutes ses chances face à Macron. D'ailleurs, sur les sondages de deuxième tour, c'est le plus en tête des sondages de la présidentielle parmi les candidats LR. Mais en fait, même face à Macron au deuxième tour, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, ça donne une indication, il serait en tête face à Macron. Je vais vous faire un jeu. Allez-y. Vous allez vous mettre dans la peau d'un électeur LR. Et vous allez réfléchir. Ça peut valoir une sorte de petit sondage grandeur nature. Vous allez réfléchir stratégiquement. Qui est-ce qu'il faut comme candidat pour franchir le premier tour, arriver en finale? Et qui est-ce qu'il faut, et est-ce que c'est le même, pour être face à Macron et faire le meilleur score, voire le battre? Je dirais Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, dans les deux cas, premier tour et deuxième tour. Valérie? Oui, et je pense que c'est ce qui va se passer, effectivement. Vous pensez que c'est Xavier Bertrand qui va... C'est lui, et pourtant, que les électeurs LR vont... À moins que les électeurs LR se disent...
S'ils ont la mémoire rancunière, ils ne vont pas voter pour lui. Oui. Il avait quitté le parti. Mais alors, vous savez aussi combien les pages se tournent vite. Et voilà. Et ça aussi, ça fait partie des données du problème aujourd'hui dans la démocratie. C'est que la communication prime sur le bilan. D'accord. S'ils sont un petit peu stratèges, ils vont peut-être se dire, envoyons celui qui finalement est le plus à droite, parce que ça scira les pattes de Zemmour, etc. Ils vont peut-être se dire ça, je n'en sais rien. Et on peut aussi... mais je pense pas. Je voulais juste ajouter quelque chose sur Michel Barnier tout à l'heure. Il est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de monter d'un cran ce débat de boutiquier, c'est lui qui l'a fait. Et notamment lorsque Alba Ventura, à la fin du deuxième débat, est venue poser une question. Alors, ce que nous n'aurions pas encore vraiment ratissé, Alba Ventura, vous avez la parole. Et là, elle dit, alors pour l'éolien, où est-ce que vous mettriez les éoliennes ? Enfin, je veux dire, c'est dingue comme question. Et pour autant, elle nous retire par les pieds. Eh bien là, ils ont tous répondu dans la case. Bertrand, d'ailleurs, a répondu qu'il abandonnait totalement l'éolien. Donc ça, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de personnes. Mais seul Barnier a saisi l'occasion de remonter le débat. Ça peut lui apporter du crédit. Je continue mon mini-sondage en grandeur. Alors, Cyril Benassar. Pour moi, c'est quand même Ciotti qui se distingue, parce qu'il a une déclaration intéressante. À un moment, il a dit « Je pourrais soutenir Éric Zemmour ». Oui. Et je trouve que ça montre quand même qu'il a plus d'intérêt pour la France que pour sa famille politique, et ça mérite d'être... Alors, ça a un avantage, c'est que ça permet un rassemblement au deuxième tour. Si effectivement c'est lui qui se retrouve en finale, il est plus simple pour des électeurs d'Éric Zemmour de voter Ciotti que de voter Ciotti que voter les autres. Parce que après, l'électeur LR qui aurait à choisir un candidat, il faudrait qu'il soit amnésique pour trouver son bonheur parmi ceux qui étaient là. Parce que c'est vrai que sur la forme, ils sont très rassurants. Mais il n'a pas le choix, il est obligé d'être... il n'a pas le choix. L'électeur LR est en train de devenir amnésique. Il est très, très âgé. Je vais vous dire, je ne suis pas sûr. Parce que même, Sarkozy n'a pas été réélu. Il n'a pas réussi à nous refaire le coup de la campagne Buisson la deuxième fois. Les ficelles étaient trop grosses et ça ne passait plus. Et je trouve qu'effectivement, sur la forme, ils sont très rassurants. Ils rassurent parfaitement. Ils incarnent l'ordre et puis pas les extrêmes, ce qu'aiment... ce qui compose le parti de notables centristes, comme le dit Zemmour, qui est devenu LR. Ouais. Maintenant, si sur la forme ils sont rassurants, quand on s'arrête sur leurs déclarations, qu'on s'arrête un peu sur les phrases, c'est consternant. Mais votre pronostic, je voudrais juste revenir sur deux phrases quand même. Valérie Pécresse qui nous dit... Je ne vais pas réussir à obtenir ce que je veux de lui. Si, mais permettez-moi juste de dire ça. Allez-y. Valérie Pécresse... sèche à sortir. Non, pas du tout. Okay. Valérie Pécresse qui nous dit il faut casser les ghettos. On en est encore là, comme si le problème c'était le béton, alors qu'en banlieue, c'est pas l'habitat, c'est l'habitant le problème. Et Xavier Bertrand qui nous dit tout clandestin qui arrivera en France ne pourra pas être régularisé. Comme si c'était ça le problème. 98% sont déboutés et restent là. Et lui, il en est encore à revenir sur ces trucs. Donc, effectivement, l'électeur LR qui est un peu loin de ces choses-là... Il vote pour qui, l'électeur LR qui est en vous ? J'ai demandé à loger en vous. Celui qui est en moi vote pour Ciotti. Il vote pour Ciotti. Oui. OK. Oui. Philippe Murer. Mais je ne suis pas électeur LR. Moi, j'hésite entre Xavier Bertrand, effectivement, qui est celui qui a encore une chance de gagner, ou Barnier. Sachant qu'il y aura le gros problème, c'est la candidature Zemmour qui va être un gros problème. Il faut passer au-dessus de Zemmour. Effectivement, ça va être un vrai sujet. Et Bertrand qui va faire un peu de social-gaullisme, peut-être peut s'en sortir face à Zemmour, qui sur l'économie est un peu sec. D'accord, très bien. C'est intéressant. J'invite, j'espère que certains dans les partis viendront écouter ce débat pour sentir l'atmosphère. Et je vous invite à nous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission avec 3 sujets, 4 invités. À bientôt. Merci.